Bonsoir, merci. Merci d'être là, ça fait super plaisir de voir des gens qui font du zig, pour une fois. Euh, du coup, je m'appelle Steve, je suis avec Corentin qui est là, et puis toute l'équipe. Je m'occupe, on fabrique ZML. ZML, c'est un framework d'inférence pour l'IA, entièrement écrit en zig, dont le front-end est en zig, sans Python, sans rien, qui fait un certain nombre de choses, dont par exemple se veut entièrement universel dans son approche, son support des chips, passé, présent, futur, et orienté extrêmement basse latence. Donc l'idée des ZML à la base, ça vient parce que le fondamental un petit peu, c'est que globalement il y a un vieux, on va dire, une vieille bataille historiquement dans l'IA entre le training et l'inférence. Et en fait, c'est deux trucs qui sont fondamentalement différentes dans la façon, même si on travaille sur la même chose et qu'on fait les mêmes choses. En fait, l'approche est très différente. Le training, c'est surtout du research. On fait de quelque chose, l'idée c'est de faire un modèle. Plus c'est mieux, on veut de l'itération avant tout. C'est-à-dire que l'idée c'est on bricole un truc, on va voir si ça marche. Ok, ça marche, on continue, on avance. Alors que l'inférence, mais pourtant d'ailleurs Python c'est très bien. Et d'ailleurs l'inférence c'est pas pareil. L'inférence c'est la production, on fait des milliards de fois la même chose, moins c'est mieux. On veut de la latency qui soit flat et prédictive. Pour ça, Python, c'est pas incroyable, même si, voilà. Disons que j'ai été celui qui se réveillait la nuit, quoi. Alors, la question, c'est pourquoi on a besoin d'un nouveau framework. C'est parce que, en fait, quand on fait training et inférence, souvent, celui qui gagne, c'est le training. J'en veux pour preuve le fait que, voilà, Python, par exemple. Mais pas tout à fait. Il y a tout un tas de choses qui font que, on va privilégier un petit peu les use cases de training parce qu'ils sont incrémentaux, parce que des fois aussi, on considère que les gens qui ont écrit les modèles, c'est un peu une black box et on va essayer de brancher autour sans regarder comment ça fonctionne. Et alors, l'idée, c'est pas de dire que Python, c'est nul. Je veux dire, moi, je trouve que le UX, elle est vachement bien. Je lance mon modèle, tout va bien. Et ah merde. Ah oui, non. Ah oui. Ah. Et voilà. Donc, ça, many such cases. J'ai été celui qui me levait à poil pour réparer la prod pendant 10 ans. Donc, voilà. Alors, évidemment, à qui on parle, qui on est. Parce qu'on est quand même, on fait du zig, on est là pour parler de zig. Donc, comment on réconcilie un peu les deux choses? Et en fait, qui on est des gens qui font du back-end, surtout avant tout, mais qui font de l'AI par spécialisation. Donc, on est flavored AI as opposed to AI engineer. En fait, c'est-à-dire, c'est les gens qui opèrent les modèles. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément le focus de la partie training. On veut que ça marche sur tous les chips, on veut que ça se compile, on veut du typing, on veut de la cross-compilation, du sandboxing, du distroless, du glibc, etc. Et c'est pour ça qu'on a fait du coup ZML. ZML, c'est quoi? C'est un framework du coup de ML à la base, généraliste, qui est basé sur Zig, MLIR, OpenXLA et Basel. Et l'assemblage de ça, Zig, c'est le front-end de ZML, MLIR, c'est le compilation pipeline, OpenXLA, c'est un des compilers, en tout cas, c'est tout un écosystème, mais en partie, c'est l'IR. Et Basel, c'est l'orchestrateur. L'idée, c'est que du coup, on écrit du Zig, on l'envoie, on interface avec le compiler via MLIR, donc c'est dans l'écosystème LLVM, qui en fait s'interface lui-même avec le compiler du chip en question, passé, présent, futur. Et grâce à ça, en fait, on peut, avec le même code, écrire sans compromis, j'insiste, parce que sinon, pour NVIDIA, pour AMD, pour TPU, pour Trainium. Aujourd'hui, on supporte 4 plateformes de manière transparente, sans compromis. Du coup, les 4 en question. Alors, l'important, en tout cas dans notre approche, c'est qu'on fait vraiment que de l'inférence. Il y a vraiment zéro compromis vers le training, on n'en a rien à foutre. On considère que l'inférence, c'est 99% des usages à 5 ans, en tout cas en termes de compute. Et donc, en fait, on a ce parti pris un petit peu radical de dire, en fait, si on est radical sur le sujet, il y a beaucoup de choix qui changent et on a moins de compromis à faire. Et du coup, en fait, c'est un parti pris, quoi. Donc, le front-end, c'est Zig. Dans la stack, il y a 0 Python, en tout cas directement. Le focus en prod, ce qui flingue, c'est pas d'écrire le code, c'est de maintenir le code. À 4h du matin, c'est le putain de commit fix bug qui introduit le bug qu'on doit régler et la personne ne décroche pas le téléphone. Et voilà, c'est le genre de problème qu'on a. Donc,
Nous, on a un très fort focus sur le code modulaire et sur la maintenabilité. Donc l'idée, c'est de dire, tout est explicite. Après, c'est la Zig way, hein, mais tout est explicite. L'idée, c'est que le code soit clair. Et on va faire justement aucun compromis vis-à-vis du Hello World, plus vis-à-vis du code intégré, du code maintenu. Malgré tout, on n'est pas des animaux. Faut quand même que ce soit quand même agréable à manipuler. Et en fait, ça ressemble à peu près à ça. Donc l'idée, on va définir un modèle. On va définir, donc un modèle, c'est un ensemble de choses, mais donc des modules d'un modèle. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et on va décrire en fait au compiler le graphe au niveau qu'on a besoin. On fait un matmul, on ajoute un biais, on fait un relu, machin, on orchestre les layers de telle façon. Alors depuis, on a la V2 qui arrive là, qui est encore plus explicite sur pas mal de choses, particulièrement avec I.O. Là, ça y est, nous on est parti à fond. L'idée, c'est d'envoyer le plus possible sémantiquement d'informations au compiler pour lui laisser faire son travail. Si on est assez haut niveau, en tout cas assez bas niveau pour exprimer nos problèmes, mais assez haut niveau pour la stack d'interpréter ce qu'on veut, bah, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Et encore une fois, c'est la Zig way. On donne tout au compiler et on le laisse bosser. Et en fait, be damned, le legacy, en fait, les enjeux sont trop grands. Donc on a des trucs un peu sympas qui n'existent pas dans Torch, par exemple. Un de mes favoris, c'est l'axis tagging. L'idée, c'est de dire que on ne laisse pas la sémantique des opérations leaker sur le code qu'on écrit dans le graphe. Au contraire, en fait, je prends l'exemple par exemple une multiplication de matrices. Une multiplication de matrices implicitement implique que les matrices sont compatibles pour la multiplication. Donc on a énormément de code, particulièrement dans Torch. Et pour ça, c'est pas pour rien que Python, c'est le langage un peu de AI, c'est qu'on passe notre temps à slicer comme des malades. En partie pour ça, donc c'est du transpose, c'est de la mise en forme avant d'exécuter l'opération. Sauf que ça, c'est nul parce qu'en fait, on est opaque au compiler. Le compiler, il est opaque à ça, lui, il voit des trucs. Et le compiler a un devoir de correctness vis-à-vis de vous. Et puis vous essayez de lui parler voilà, dans le truc. Donc le tagging, par exemple, c'est une manière de dire, écoute, moi, j'en ai rien à foutre, je veux faire un dot sur ces axes-là, figure it out, tu vois. S'ils sont déjà compatibles, parce que l'exemple de matmul est intéressant, puisque pour ceux qui en ont fait les columns versus row major, des fois les compilers ils ont besoin de transposer. Donc en fait on va transposer une matrice que le compiler une fois qu'il va exécuter l'opération, ou le kernel en tout cas, il va retransposer pour après. Donc c'est débile. Donc nous l'idée c'est de lui donner le plus d'informations possible. Mais le problème c'est que ça c'est chiant à écrire et là pour nous Zig est vraiment la façon hyper intéressante. L'avantage, enfin je vous montrerai un exemple après. L'avantage, c'est que ça, c'est propagé directement à travers l'IR dans le compiler. On travaille énormément avec la team OpenXLA chez Google, justement sur la partie sémantique de l'interfaçage. Parce que si, en fait, on fait le compromis sur ça, sur la sémantique de l'IR, bah, on se boxe, en fait, dans NVIDIA ou whatever, ou même simplement, au-delà d'NVIDIA ou AMD, dans les GPU. Mais il y a des chips qui arrivent demain, l'année prochaine, ils ont 10x la perf d'un GPU, donc ils font 1000 tokens par seconde, mais ça se programme un peu différemment. Donc c'est là où on en vient que le fondamental de ce sur quoi on travaille, nous, c'est la sémantique. Donc évidemment, du coup, si on a plus de sémantique, on a moins besoin de bricoler autour. On a juste à dire, t'as compris? Oui, j'ai compris. Hop, et on y va. De toute façon, qui a besoin d'un matmul? On n'a rien à foutre. On veut que des dots, et c'est parti. Ça ressemble un petit peu à ça, le tagging. Donc en gros, comptime, comptime all the way. Mais l'idée, c'est que... Alors, c'est pas je prends l'exemple de tagging parce que c'est un truc où vraiment Zig nous permet de réaliser... Je sais que c'est parce que je connais bien Yann Lequin, donc je connais Torch depuis... comment dire, la philosophie de Torch avant PyTorch, etc. Ça s'appelle les name tensors en Torch, et ça, c'est un vœu pieux qu'ils ont depuis des années. Mais c'est tellement chiant à manipuler, à écrire, que globalement, c'est 0, 1, 1, 0, machin truc. Là, Zig, ça rend le truc super joli. Parce que voilà, c'est une struct anonyme, on lui donne des fields, mais du coup, en fait, on peut récupérer la sémantique. La façon dont ça marche derrière, en fait, c'est qu'on sait que le tag name, enfin le field name, c'est une string statique dans le binaire, et donc en fait, on peut faire des comparaisons de pointeurs sur les fields plutôt que de faire des string compare lents. C'est ce que fait Torch, par exemple, qui flingue les perfs. Mais c'est un des exemples où, en gros, là, dans l'exemple qu'on voit ici, en fait, la dimension change, mais pas la sémantique. Et ça, en fait, c'est clé parce que c'est ce qui, de notre point de vue, en tout cas, dans ZML, enlève complètement
l'argument de oui mais torch machin. Non, on n'en a rien à foutre en fait parce que le code est plus dense, il est plus clair parce qu'il a la sémantique est plus riche tout simplement. Et ça, dans ce cas particulier, par exemple, c'est Zig. Évidemment, on peut deuxième petit bonus, c'est que ça aussi c'est pareil, hein, un des trucs que je trouve que Zig fait parfaitement bien, c'est le spécialisation au call site. C'est au call site que tu dis, bah en fait, tu sais quoi, là je vais retaguer mon tensor là dans le call, parce qu'en fait les tags et les tensors sont passés par valeur, et ça enlève pareil tout un tas d'infrastructures qu'on doit créer, parce que sinon on doit prendre ses choix a priori, alors que là on peut laisser le user les choisir au call site sans lui imposer notre sémantique ou notre set d'opérations. Donc voilà, ça ressemble à ça. Là, en gros, on a deux tensors qui ne sont pas tagués. On leur dit qu'on en rajoute des tags et on dit je fais un dot sur la dimension k. Et ça génère une opération qui est après envoyée au compiler, lowerée vers le machine code, à travers ZML qui orchestre leur runtime, etc. Et du coup, après, on a un exécutable qu'on lance. Et puis voilà, ça tourne sur le GPU, sur ce que vous voulez. Ça, c'est une implème, je la montre parce qu'elle est intéressante, c'est une implème d'attention en ZML. Et bon, il y a pas mal de codes de, voilà, est-ce que les dimensions, machin truc, il y a du bookkeeping, mais en fait, la vraie chose, c'est littéralement ces trois opérations, en fait, finalement, hop, c'est trois opérations, voilà. C'est les trois dots de l'attention. Donc l'attention, c'est quoi? C'est Q fois K, on softmax de ça fois V. Et en fait, du coup, ça s'écrit de manière extrêmement haut niveau. Je softmax sur la dimension K, je convertis dans le type, machin. On trouve un petit peu la sémantique torche. On fait que d'écrire un graphe. Là où on était un petit peu coquin à l'époque, c'est qu'on n'était pas très carré sur qu'est-ce qui était le contrôle flow du graphe, qu'est-ce qui était le contrôle flow du programme qui génère le graphe. Dans la V2, je vous laisserai voir, mais quand elle sortira bientôt, là, on a carrément dit qu'en fait, non, il n'y a qu'un contrôle flow et c'est le contrôle flow du générateur du graphe. Puisqu'en fait, on orchestre des unités de calcul. Sinon, on est obligé de lowerer, enfin, c'est un bordel. Les GPU sont assez chiants pour ça. Mais voilà, l'attention, bah, c'est finalement que 3 opérations, quoi. Sur la partie XLA, pour donner un ordre d'idée, voilà les founding members donc OpenXLA, c'est pas un conglomérat, mais disons c'est une association de gens qui se sont dit bon, ça commence à faire chier, venez on fait un truc. Donc XLA traditionnellement c'était l'optimizing compiler de TensorFlow qui a été extrait de TensorFlow, donc fusion d'opérateurs, etc. De non matérialisation de matrices, machin. Et ils se sont dit tiens l'IR est pas mal, venez on fait quelque chose, et donc ils ont créé, donc c'est devenu il y a 2 ans et demi OpenXLA, et je pense qu'avec Jax on est les seuls qui parce que maintenant tout le monde fait du Jax, mais il y avait PyTorch XLA à l'époque, qui toujours existe, mais bon, les gens maintenant préfèrent du Jax, et maintenant du coup nous aussi du ZML. Donc ça fait des trucs sympas. Un que j'adore, c'est la Memory Allocation Coalesced. En gros, ça rend l'allocation des tensors et des valeurs dans le graphe gratos, quoi, en fait. Puisque l'idée, c'est qu'on va... Et ça, en fait, l'impact immédiat, c'est plus de perf, hein. Pour des raisons purement engineering, ce pas des mathmules qui vont plus vite, c'est juste que l'alloc est gratuite parce qu'on a bucket... Vu qu'on connaît le programme à la compilation et que la compilation est explicite, on connaît et que les tensors sont manipulés par valeur, pas par référence. Ou en tout cas, c'est pas des slices, quoi, c'est une vraie valeur. En fait, et qu'on connaît les shapes de ces tensors et qu'on connaît le graphe, en fait, on peut savoir les allocations qui vont avoir lieu. Donc, on peut les bucketiser et donc les rendre gratos. Ça nous évite 2 choses. Bah, déjà, ça va vite, puisque c'est gratos, quoi. Et de 2, surtout, on n'a pas de fragmentation, puisque c'est bucketisé. C'est d'ailleurs, la fragmentation, c'était ce que réglait Page Attention. Nous, c'est un problème qui n'existait pas. On a de l'auto-tuning aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on va aller lancer, quand le serveur démarre, on va regarder c'est quoi en gros comment on manipule, en fait quelle taille d'unité de calcul on envoie au GPU pour maximiser ses flops. Donc, ça s'appelle de l'auto-tuning, ça se fait aussi sur CPU, mais voilà. Et c'est plutôt battle testé l'IR, puisque c'est l'IR qui fait tourner la prod de Google depuis 2017. Donc bon, depuis on participe avec les gens qui le définissent, puisque du coup nous on a des besoins et on a vu qu'on est les seuls à s'intéresser à la sémantique, ils sont ravis de qu'on discute. Le dernier bloc, c'est Basel. Basel, c'est notre orchestrateur, c'est notre build system. On n'utilise pas ZigBuild pour tout un tas de raisons, mais ce que nous permet de faire Basel, en gros, donc on est mainteneur des rules Zig sur Basel, du coup. Enfin, elles ne sont pas sur Contrib, mais on va les ramener. C'était un
un type qui s'appelle Andreas, qui est en Suisse, qui les avait écrites à la base. On les a vachement modifiées. Et maintenant, on est l'utilisateur principal des rules Zig. Là, on est en train de rajouter Zig 16 là-dessus. Ce que ça nous permet de faire, ça nous permet de faire du cross-compiling complètement transparent. Donc on dit, bah voilà, donc c'est un petit peu ZigCC on stéroïde, quoi. D'ailleurs, on a réécrit une toolchain, enfin on a recréé une toolchain LLVM complètement hermétique, justement pour faire ça de manière transparente, en disant, bah tiens, en fait, mon modèle, je le veux sur Linux, je suis sur mon Mac, bah boum, ça te génère, ça le fait de manière transparente. On trim, donc c'est-à-dire on va aller complètement vider les runtimes de ce qui sert à rien, et les sandboxer. Donc quand on ship le modèle, la runtime est à côté. Le net win de ça, c'est qu'on fait à peu près 10x plus petit. Donc nos containers sont tout petits grâce à ça, puisqu'on ship un dixième de CUDA, mais le CUDA qu'il a besoin. Donc on va patch ELF, tous les SO et tout, pour que ça marche. Des fois on se fait chier, mais bon, ça fonctionne. Et surtout, ça fonctionne de manière robuste. On peut faire des archives self-deployable, des images OCI, des K8S d'Evolument. Après, on a tout le pipeline derrière qui est branché. Ben voilà, suite à ce pipeline de build, quoi. Alors, du coup, ça nous permet de plus avoir ce genre d'emmerde où bah, finalement, là, les problèmes de glibc, en fait, moi, ce que j'appelle les coins de meubles en fin de marathon, quoi. Et ça, il y en a beaucoup. Et l'idée, du coup, c'est que ce qu'on dit, c'est que au final, si le modèle est shippé avec sa runtime, avec tout ce dont il a besoin, évidemment, pas 50 gigas. Le net benefit, par exemple, c'est que une image d'un modèle CUDA, elle fait à peu près entre 800 et 1 giga, là où l'image de ref va faire à peu près 20 gigas, voire 30 gigas dans le cas de AMD. Ça fait que bah, le besoin de provisioning, il n'existe plus vraiment, en fait, puisqu'on dit, bah voilà, tu as une image, c'est une image Docker, que tu réutilises ça depuis 10 ans, 15 ans. Donc ça ressemble à ça. On lance des pipelines, ça build. Allez voir notre repo, on est content. Bon, les slides ont quelques temps depuis, il y a plus. Mais petit shout-out parce qu'on était très contents. C'était en fait inattendu. Le téléphone s'est mis à vibrer, on a remarqué, donc on était un peu non, mais c'est chouette parce que on était content dans le sens parce que voilà, c'est un peu une validation que bah, c'est un peu tout un peu galère et il y a peut-être notre approche est peut-être pas si débile que ça. Donc, et puis c'était une belle surprise. Donc qu'est-ce qu'il y a pour nous bah, du coup en plus de chips, plus de modèles, plus de modalités, plus d'intégration, mais surtout une stack de serving. Notre premier produit, c'est LLMD, c'est notre serveur LLM. Donc je vais aller direct droit au but. Il est dispo là sur... Hop là. Il est sur le web Docker. Est-ce que la souris. Donc ça, c'est notre serveur LLM, entièrement écrit en Zig de A à Z. À l'époque, on avait, maintenant on est en train de l'enlever du coup, heureusement, mais on avait une stack asynchrone de coroutine stateful qu'on avait vissé sur Zig. Ça marchait très bien. Bon, il y avait des bugs, mais... donc là, on est en train de la virer. Mais voilà, c'est notre serveur LLM qui est donc du coup ready, enfin Docker Run, quoi. Et c'est le premier serveur LLM qui tourne à notre connaissance en tout cas, dont la même image Docker tourne sur AMD et NVIDIA transparent. Mais non content d'être... donc là, bon, on a mis que 2 modèles dedans parce que c'était pas l'objectif de montrer qu'on gère tous les modèles. Mais là où on est assez content, c'est que le dit container est tout petit. Versus VLLM qui va faire 10 gigas pour un CUDA par exemple. Et là-dedans, on a Rockem et CUDA. Alors, je vais vous le montrer en 2 secondes, parce qu'on a aussi un petit truc, parce que ça reste quand même du Zig, donc on a quand même des trucs sympas avec. En particulier les call start. Alors, je vous montre 2 secondes. Hop. Ouais, très bien. Donc là,
je vais lui dire, donc je démarre, vous voyez, là je suis en train de démarrer. Ah, vous savez quoi, je vais me faire un truc, je suis un petit peu coquin. Je vais virer l'image et on va le faire full patate. Je vais enlever ça, le Triton backend. Hop. Donc là, je vais faire un Docker run d'une image que j'ai pas téléchargée sur une machine qui est là-bas. Là, c'est une des machines qui est là-bas. Et vous allez voir le temps que ça met de démarrer un modèle 8B. L'ordre de référence d'un VLLM, c'est à peu près 3 minutes pour un 8B. Vous allez voir par vous-même. Attends, peut-être que je vais killer le truc pour pas... Parce que j'ai tout resizé, j'ai tout flingué le terminal. Donc là, bon, Hugging Face, c'est en train de pull les containers. On a des dingueries un petit peu sympas. Par exemple, on fait... c'est quoi cette connexion pourrie, là? Quelqu'un est en train de l'utiliser ou... Ah non, attends. Je crois que j'ai un Attention Day qui tourne. Non. Bon, bah c'est pas grave. Vous êtes coincé avec moi, de toute façon. Hop. Ouais, je sais pas, c'est la connexion. Pourtant, on a quand même... Ah non, c'est un peu mieux, voilà. Donc, on a des trucs un peu sympas, par exemple, qu'on fait là, ce que vous voyez, du download compute, du download extraction overlap. L'idée, c'est qu'on va orchestrer en fait les layers de telle manière, en ZSTD d'ailleurs, de telle manière en fait à ce que, vu qu'on extrait des runtimes qui sont quand même un peu chunky, quoi, on va en fait se démerder pour que le download de l'extraction du layer d'avant coïncide avec le download de layer d'après. Le net benefit de ça, c'est qu'on passe de 3 minutes de Docker pool à 20 secondes. Du coup. Bon, là, sur une connexion Orange qui était un peu anémique il y a 20 secondes. Donc là, le container est téléchargé, le modèle est en train de se loader. Là, si on voit. Et voilà. Et donc, là, c'est un exemple. Mais bon, c'est juste pour montrer. Alors, on bosse, hein, évidemment, mais ces choses-là, en fait, sont rendues possibles parce que Zig, en fait. Et parce que Zig de A à Z, parce que, en fait, zéro compromis de A à Z. La prochaine version de LLMD et du framework, elle va descendre ce chiffre de 7 secondes, qui est déjà pas mal, hein, à peu près 1 seconde. Donc là, maintenant, on a réussi à faire, avec Reader, Writer, I.O., on load à peu près à 16 gigaoctets secondes depuis le SSD. Donc un modèle de 16 gigaoctets, ça met 1 seconde. Je finis peut-être là-dessus. Le truc un peu sympa avec, en tout cas, le truc que j'ai envie de souligner, en tout cas avec Zig, particulièrement, mais depuis toujours en fait, et pourquoi on pense que nous, c'est l'avantage compétitif ultime dans un domaine qui est, où en fait on est revenu au computing des années 80, quoi, fin 80, début 90, où en fait on est obligé de savoir comment marche ça en dessous, et les abstractions, ça te flingue la perf. C'est que un truc qui nous permet Zig, c'est que dans plein de sujets, en fait, on se permet d'être naïf, et pourtant on a la perf. Parce que les modèles sont bien faits, les abstractions sont bien faites, allocator, I.O., mais en fait, reader, writer, buffer in interface, ça fait qu'on est, le code, il est facile, il est dumb, et il load à 16 gigaoctets secondes. On est obligé de bypasser le kernel, parce que sinon, le paging, il nous fout dedans. On a un autre produit, je vais peut-être essayer de vous le lancer si ça marche, pour la déconne, qui s'appelle LLMD. Donc, l'idée de LLMD, encore une fois, c'est rendu possible par Zig. C'est que... je vais zoomer. C'est qu'en fait, l'attention, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, dans un modèle, on a des layers, on les exécute en séquence, et dans chaque layer, grosso merdo, il y a 2 grosses briques, quoi. Les MLP qui contiennent un peu le savoir du modèle, et l'attention qui est un peu le raisonnement du modèle. L'attention, c'est chiant, parce que l'attention, autant le MLP, ça se batch très bien. L'attention, ça ne se batch pas parce qu'on est obligé de lire pour chaque personne qui tape kick ou lol, on est obligé de lire toute sa zone mémoire. Et l'attention, le résultat, ce sur quoi on perd l'attention, ça s'appelle le KV cache. Et le KV cache, c'est super gros. Et évidemment, en plus, on le stocke au truc le plus cher de la prod, c'est-à-dire la HBM, machin chose. Donc ça fait chier. Et en plus, du coup, quand le type il va pisser et qu'il revient et qu'il dit non, attends, je me suis trompé, le GPU il est reparti pour recruncher, et donc du coup on doit faire du tearing, on a des besoins de network qui sont monstrueux, etc. C'est l'enfer. Nous, ce qu'on a, je vous le montre là, mais on a une techno qui s'appelle Attention Day, qui en fait va aller déporter l'attention sur un CPU, pas sur un GPU,
over network. Mais après, je vous montrerai parce que ça tourne là. Donc, et en fait, parce qu'on va modéliser l'attention sous forme de graphe. L'avantage, c'est que vu que c'est un graphe, on parcourt le graphe, et vu qu'on parcourt le graphe, on fait moins de calculs en brut, parce que l'attention, c'est sparse. Si je dis, ce soir, on est au Meetup Zig, il y a des informations qui sont plus importantes que d'autres, et le modèle comprend ça, et donc, structurellement, l'information, elle est spiky, particulièrement aussi lié au fait que la formule d'intention est un softmax, et un softmax, ça donne en fait ces effets de sparsité. Donc, c'est la démo que je vais essayer de vous la faire là, je ne l'ai pas lancé depuis un moment. Donc, en gros, on démarre donc Attention D. C'est notre, du coup, je pense à ton talk sur la détection. Bon, nous, on n'en détecte qu'un, donc de BF16. Mais en gros, on démarre Attention D, et là, ce qu'on va lancer au-dessus, c'est un modèle qui fait 32 milliards de paramètres sur un GPU qui a que 32 gigas de mémoire. Donc, c'est un Qwen FP8 32. Ça ne marche pas puisque, en fait, même si on arrive à loader le modèle, on ne peut pas parler puisqu'il n'y a pas de place pour les tokens, quoi. Mais vu que nous, les tokens, le KV cache, il est stocké ailleurs, dans système memory sur un CPU à distance, on peut loader, remplir tout le GPU avec un modèle, et puis ça marche. Alors, dans la démo précise, là, il reste 20 mégas à la fin. On est obligé de précalculer des trucs au load time, parce que voilà, il reste 20 mégas sur le GPU sur les 32 gigas. Donc on va lui dire par exemple tell me about Zig. Is it good? Bon, là on est en train de loader une version Llama un peu custom parce que du coup on est obligé de faire du kernel bypass sur les NIC. Sinon, je ne sais pas ce que ça fait, mais on va voir. On est obligé de faire du kernel bypass sur les cartes réseau. Parce que sinon, en fait, c'est trop lent, quoi, le kernel. Bon, ça crache, ça c'est pas grave. Ça a craché devant 200 personnes, donc je suis plus assez près. Je sais pas pourquoi il print. C'est peut-être Guillaume qui print. Hein? Qui est on, je sais pas. Ah merde, attends, oui, attends. Ah oui. C'est une très bonne remarque que tu fais. Non, c'est complètement... Oui, attends. Je peux vous faire l'affront de mettre la vidéo, mais enfin quand même. Attends. Bon, je sais pas, j'ai longtemps je l'ai pas lancé, mais... En fait, je sais pas pourquoi il print ça. Ça sent le debug. Attends, je vais vérifier. Tu peux aller voir sur la vidéo, s'il te plaît? J'étais sur quoi, le truc? Bon, bref. Sur la vidéo du machin, mais c'est pas grave. Bon, il y a une vidéo sur YouTube. En fait, on explique tout le fonctionnement. Le point, c'est que derrière tout ça, en fait, ça fonctionne, encore une fois, parce que Zig. Parce qu'on arrive à s'interfacer avec des PDK pour faire justement le network haute perf. Ça arrive à être robuste, bon, modulo. Grâce à toutes ces abstractions qui sont by design pensées pour la perf. Et donc voilà, j'adore. Et puis là, du coup, on est parti sur la 0.16. Voilà. Merci à vous. Et puis si d'ici là, on arrive à retrouver comment on avait configuré le truc. Mais attends, je peux peut-être vous le montrer pour la déconne, mais... Non, mais genre, tu sais, Bon, je sais pas, on va voir, attends. Sur Koyeb, il y a le... Parce que du coup, j'ai été coquin. J'ai fait la démo en live... Ah bah voilà. J'ai fait la démo en live on stage. Qui a planté aussi, du coup. Ah bah si, pourtant c'est bon. Je sais pas, on a dû péter un truc. Mais du coup, en fait, ce que vous voyez, c'est que là, en fait, le modèle, voilà, il tourne normal, quoi. Alors, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit plus rapide qu'un GPU le ferait. C'est le cas, en fait. C'est le cas parce que le GPU, il brute force. Donc nous, starting à peu près 1000 tokens, on est plus rapide à faire sortir le state du GPU, le copier, donc évidemment un reader-writer, copier le state du GPU,
l'envoyer sur le réseau, le recevoir, le calculer, reply sur le réseau, réinjecter dans le GPU, et ça va plus vite que le GPU qui le calcule. Et donc, c'est pas qu'on est plus fort machin chose, c'est que en fait, bah voilà, les meilleures abstractions, sans compromis, eh ben, en bout de chaîne, on a ce genre de choses qui est, du coup devient accessible, adressable. Bah, du coup, voilà, je dois beaucoup à Zig là-dessus, quoi. Voilà, merci.